Bon, Claude vient d'en parler, dans le fond, Mirego. On est une entreprise qui fait des produits numériques, toute la kit. On met ça de côté. Pourquoi je viens vous parler avec Nick de Kotlin Multiplateforme? C'est simple, OK? Je veux dire, on est des tripes, on a la chance de toucher à tellement de technos différentes. On a la chance d'avoir à se questionner un peu avant chaque début de projet. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de nouveau? On a-tu quelque chose qu'on aimerait explorer? Puis de l'essayer pour tenter de meilleur en meilleur. J'ai entendu. Fondamentalement, comment Kotlin Multiplateforme est arrivé dans notre vie? Ce gars-là, il est monté sur le stage en 2008. Puis il a dit que ça allait être possible de faire des applications pour les téléphones iOS. À cette époque-là, il y avait les flip phones, puis il y avait iOS sur lequel tu ne pouvais pas développer d'application. Puis quand il est arrivé, il a dit « Hey, ça va être possible », on s'est dit « Hey, ça va être big ». Fait qu'on a envoyé un press release partout au Québec, puis on lui a dit « On est les meilleurs concepteurs d'applications mobiles au Québec ». Après ça, on a ouvert la documentation, on a dit « OK, comment on fait? Okay? » Puis au début, ça allait quand même bien parce qu'il y avait juste iOS. Fait que là, tu développes ton application iOS, ça va bien, tu la montes au client, le client il est content, tu te tapes dans la main, ramasses le chèque, puis tu passes au prochain appel. Ça allait vraiment bien, c'était le fun, tu sais, puis tu avais de la maintenance, mais c'est quand même simple. Après ça, Android a commencé à avoir des parts de marché quand même minimes au Québec, et là, nos clients commençaient à désirer des applications Android. Le plan, simple, on fait l'application iOS, puis une fois que l'application iOS est shippée, on fait l'application Android, un genre de port comme dans un jeu vidéo. Ça allait encore quand même bien. Mais les parts de marché d'Android ont continué à grandir, puis là, les clients, c'est comme, non, je ne peux pas sortir comme 3 mois après. Là. Fait que le deal qu'on a fait avec eux autres, c'est comme, on va commencer, on prend un head start sur iOS, puis on va commencer le port sur Android. Et là, ça commençait déjà à goûter quelque chose de mauvais. Puis on avait de la misère à le voir, mais des fois, on avait des bugs, qu'on avait juste sur une plateforme, puis on ne savait pas trop. Puis quand nos clients nous ont dit non, là, moi, quand vous livrez une feature, je la veux, c'est 2 plateformes en même temps. C'est là que, dans le fond, ça a commencé à être vraiment tough parce que quand même que je m'assis à côté de Nick, mettons, on va me mettre un peu comme Dev iOS, puis Nick comme Dev Android dans la présentation. OK, je m'assieds avec Nick, là, on développe nos features, la même feature, on va prendre des micro-décisions. Ces micro-décisions-là, ils vont avoir un impact dans une des deux. L'exemple, le login ne marche pas, moi j'écris invalid username or password, mais dans un pop-up. Puis Nick, lui, il met les champs en rouge. Là, le client fait comme, hey, ça marche pas. Parce que lui, c'est le seul gars sur la terre qui check les deux plateformes en même temps, puis il dit, non, c'est pas bon ça. Fait que là, il a fallu repenser à nos façons de faire parce que ça n'avait pas de bon sens. Puis, on va se le dire, on a regardé ça, c'est comme, OK, les clients vont vouloir la même app sur le web, les clients vont vouloir la même app sur la montre, ils vont vouloir la même app sur la TV. Je veux dire, là, on va se pendre, OK, mais pas en vrai terme. Il y a un code de conduite, je pense que c'est pas bon de dire ça. Fait qu'on s'est posé la question, hey, on n'a pas ça, la vie, ça, sa planète. Fait qu'on a dit, il doit bien avoir quelque chose à faire. Fait qu'on a regardé qu'est-ce qui existait. OK, ça, à cette époque-là, lui, il n'existait pas. Mais on a checké le reste, puis lui, on l'a checké un peu plus tard. Puis toutes ces solutions-là, ils arrivent toutes avec une belle promesse. Hein? Puis c'est fondamentalement, l'enjeu, c'est que ça goûte le tofu. OK? Qu'est-ce que je veux dire par ça goûte le tofu? C'est que quand tu touches à une app mobile, il y a une émotion. Puis l'émotion est importante. Hein? Tu sais, quand tu scrolles, là, faut que ça y aille au toast. Il ne faut pas que ça coche, il ne faut pas que ça lag. Il faut que ta cache HTTP, il faut que tu refresh. Puis ça se tweak par produit. Tu ne peux pas faire un compromis sur ton produit sur iOS parce que Android marche d'une telle façon. Puis les produits qui existaient, ils te forçaient un peu à faire ça. Donc, si, mettons, je prends mon Nick qui tripe sur Android, lui, son bouton plus, il est en Material Design en bas. Puis quand tu cliques dessus, il y a un ripple effect. Puis là, il tripe, il est content. Mais moi, sur iOS, c'est pas comme ça que je le fais mon bouton. Moi, j'ai mon highlighted state plate, tu sais, mais je l'ai quand même, tu sais. Puis c'est de même que ça marche sur la plateforme. Mais moi, mon bouton, je veux le mettre dans un dégradé dedans. Tu sais, je veux donner du feel-là. Puis la transition ne sera pas pareille, ces 2 plateformes. Fait que tu arrives avec énormément de concepts différents. Fait que notre solution, c'est qu'on a décidé de développer notre propre framework à l'interne.
on a regardé un peu tout ce qui se faisait, puis on est tombé avec la solution de la petite guire verte en haut, là, ça c'est JDOBJC. Ça convertit Java, un langage qui est vraiment vieux, en Objective-C, un langage qui est vraiment vieux. Mais l'Objective-C te permet de faire du développement avec Xcode, puis le Java te permet de faire du développement avec Android. Puis, in-house, on s'est codé un convertisseur Java à JavaScript qui nous permettait de rouler la même app avec toutes les mêmes règles d'affaires sur le web. Puis la façon qu'on le faisait, c'était comme ça. Qu'on le faisait égal qu'on le fait encore pour nos produits qu'on maintient, bien entendu. Mais grosso modo, c'est que, bon, la partie des if, des for, des while, là, on écrivait ça juste une fois pour toutes les plateformes. Ben, on pousse ça le plus loin possible. Le code commun sait c'est quoi les headers à envoyer pour faire un call d'API pour que ça marche. Puis les plateformes, eux, ça c'est du code partagé dans toutes nos applications, ils savent que quand on dit « Hey, j'aurais besoin d'une requête HTTP avec tel header, tel request body, en multi-part attachment, puis tout le kit », il fait comme « Ah ouais, je sais comment faire ». Fait que, puis, de ce bord-là, ce qu'on expose aux applications, ben c'est ce qu'ils ont besoin pour afficher du UI, puis faire leurs animations. Mais ça, on va le coder par plateforme, parce que Nick, lui, il veut que ça soit tweaké en tabarnouche sur Android. Puis moi, je veux que ça soit tweaké sur Android. Puis là, il n'y a pas Charles Demers ici. Mais Charles Demers, lui, je l'aime beaucoup, là, mais des fois, il est tannant, mais je l'aime beaucoup parce que lui, il veut que ça soit tweaké en JavaScript. Il me parle tout le temps de son V8 engine, des affaires de même. Mais fondamentalement, il faut que ça soit vraiment, vraiment tweaké. Fait qu'avec le temps, on est devenu quand même très bon avec ce framework-là. On a sorti plein d'applications. La SAC, Family Prix, Choco-Fab avec des petits chocolats. Puis, mettons, je prends Archibald. Archibald, là, il y en a à l'aéroport. Mais tu sais, quand tu scannes la facture, puis la fille t'a fait un clin d'œil, c'est quand même cool, tu sais. Mais ça, c'est dur de faire ces affaires-là une fois qui marchent bien sur toutes les plateformes. Tandis que quand tu le fais juste par plateforme, tu es capable de tweaker cette expérience-là. Puis on a shippé Belle. Puis là, Belle, j'ai mis ça parce que dans le fond, Belle, c'est comme sur toutes les plateformes qui existent dans notre vie. C'est sur le web, c'est ses montres, c'est sa TV, c'est ça. Puis on les a vraiment aidés à shipper ces bons produits-là. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé il y a de ça un an? On s'est mis à regarder Kotlin multiplateforme, puis on a fait « Ouais, ça a vraiment l'air nice, puis il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. » C'est là que je te passe la POC, right? Voilà. Nice. Dans le fond, une application en Kotlin multiplateforme, ça ressemble un peu à ça. On divise l'application en plusieurs modules. Juste pas être devant dans cette application-là, évidemment, il n'y aura pas uniquement des implémentations qui sont communes aux deux plateformes. Il va y avoir une partie qui va être séparée, qui va être spécifique aux différentes plateformes. On voit dans cet exemple-là ici, on a fait un logger. Une des façons de pouvoir exprimer le code qui est différent pour chacune des plateformes, c'est avec le expect actual. Ça, c'est vraiment un cas simple avec une classe. Évidemment, on peut utiliser ça pour différents types. Là, je vais vous le montrer plus tard. Puis ça permet en fait de faire en sorte qu'on évite le plus possible la duplication de code. Puis ce qu'on veut en fait, c'est de tendre vers le plus possible d'avoir le module JVM puis le module JavaScript qui est très, très, très mince comparativement à la partie commune qui devrait être assez beefy si on compare aux deux autres. Fait que là, avec ce console logger-là, dans le code commun, on est capable de l'appeler et ça va invoquer automatiquement la bonne plateforme selon laquelle on va targeter. Et ça va pouvoir loguer dans le fond comme si on était sur cette plateforme comme s'il y avait l'implémentation directement. Comme je disais, il y a des l'expect actual, ça s'applique pour les fonctions, ça s'applique pour les objets, les annotations, en fait tous les types de Kotlin, les exceptions, les variables immutables, variables pas immutables, les data classes. Ça fait en sorte que quand on écrit le code commun, en fait, on a vraiment l'impression de travailler avec du code qui serait dans notre application, comme si ça serait dans notre application Android, en communiquant avec les API qui sont de la plateforme, qui sont spécifiquement de la plateforme. On n'a pas l'impression de communiquer avec un autre layer, par exemple avec des bindings C, etc., etc. Puis ensuite, au compile time, dans le fond, ça va générer les différents artefacts. Donc, pour Kotlin native, ça va compiler le code en code natif qui va être après ça, qui va avoir un interrupt avec Objective-C. Ça crée un framework qu'on peut utiliser, puis à partir de Swift, on est capable d'appeler ces différentes fonctions parce que le compilateur de Kotlin, il annotate les classes Objective-C
il fait en sorte que l'interop avec Swift est vraiment plus facile et le fun à utiliser. Pour JavaScript, c'est un peu le même principe. Dans le fond, c'est que ça va transformer en code JavaScript qui est utilisable après ça par ton propre code JavaScript de ton application que tu vas faire. Puis pour la JV, dans le fond, quand on fait le code avec Kotlin multiplateforme, ben, ça va compiler en code comme normalement en bytecode, puis l'interop avec Java continue à fonctionner. Donc c'est ça, tantôt je disais que le expect actual, ça ne se limitait pas seulement aux classes, donc ça s'applique évidemment aussi aux fonctions qui sont dans des classes, mais aussi aux top level functions qui ne sont pas nécessairement dans des classes. Un autre petit exemple ici, dans le fond, le logger de tantôt, ben, je pourrais décider de faire un top level function avec ça, et puis, en fait, et puis, ça aurait dû être écrit format string en haut, là. J'ai comme oublié de changer cette référence-là. Et puis, après ça, on va fournir l'implémentation pour la JVM, c'est string format. On va utiliser spread operator ici avec les variadic arguments. Et j'ai essayé de le faire pour iOS. Malheureusement, il y a certaines limitations avec Kotlin natif. C'est pas toute la syntaxe de Kotlin qui est supportée, comme ici, dans le fond, les variadic arguments de Objective-C. Quand tu utilises ça à partir de ton code Kotlin, ça marche uniquement avec array of ton spread. Donc, il y a comme une lune de miel dans notre cas. On pensait que ça allait être super intéressant pour faire plein de choses, mais il y a encore quelques petites limitations. Puis je pense qu'au fur et à mesure que le temps avance, dans le fond, l'équipe de Kotlin multiplateforme va avancer, réussir à résoudre ces petits problèmes-là. Il y a des annotations qu'on peut décider d'utiliser avec expect actual. Dans cet exemple-là, j'utilise throws. Throws, dans le fond, ça permet, quand tu utilises ça sur une méthode Kotlin, ça permet de dire que cette méthode-là va possiblement lancer une exception. Dans le fond, c'est un peu comme quand vous écrivez une méthode en Java, ta fonction throws quelque chose, mais dans le fond, ça va faire ton bytecode qui va avoir cette information-là. Puis en Kotlin natif, mais évidemment, le throws, c'est pas exactement la même chose dans le fond, fait que ça va utiliser Kotlin natif throws. Puis avec le type alias, on est capable d'aller dire, ben remplace-moi l'implémentation de actual throws par celle qui est dans Kotlin natif throws. Puis avec ça, au run, dans le fond, c'est le compilateur, lui, va checker le contrat. Si ça répond en tout point à la spécification que tu as donnée dans ton actual, ben, ça va l'utiliser as is, ce qui est assez incroyable. On peut se faire aussi des plaisirs avec certains objets, là, parce que c'est le fun d'utiliser des objets une fois de temps en temps. On n'est pas obligé de se limiter à expect actual. Comme par expérience, nous autres, dans nos applications, souvent, on va fournir des implémentations à certains services. On va l'implémenter en Swift, par exemple, parce qu'on décide on veut utiliser un SDK en Swift, c'est bien plus le fun d'utiliser. Il y a des développeurs qui préfèrent coder en Swift. Il y a des implémentations que l'interop est beaucoup plus facile d'utiliser à partir de Swift. Fait que ça permet, dans le fond, en définissant une interface dans le code commun, après ça, on peut fournir l'implémentation sur les deux plateformes. Puis tout ce qui reste à faire, c'est une espèce de bootstrap qui va fournir l'implémentation. Puis quand on initialise l'application, on va dire fournir cette implémentation-là pour la plateforme. On peut faire aussi. C'est quoi l'avantage de faire ça en fait? C'est que pour les tests, des fois, ça permet de découpler certaines implémentations. Puis après ça, on la substituer après ça quand on décide de tester. Ça permet de l'injection de dépendance aussi. Puis un autre avantage, c'est quand tu veux passer dans un code base qui est purement en Java ou en Kotlin Android, tu peux le migrer par étapes. Fait que tu vas décider de migrer un petit module, puis après ça, tu vas fournir l'implémentation du service que tu n'as pas le goût de réimplémenter une deuxième fois, là, parce que tu avais ton implémentation qui était très solide avant sur les deux plateformes. Ben, tout ce que tu as à faire, c'est l'interface qui va interagir avec cette implémentation-là que tu avais faite avant. Là, je vais passer la POC à Martin parce qu'il va parler d'interop et de Swift.js. Oui, fait que, ben, grosso modo, l'affaire, c'est, mettons, tout à l'heure, je vais parler de Scratch. Tu sais, Scratch qu'on a passé, qui prend du Java, compile ça en JavaScript, il prend du Java, compile ça en Objective-C, mais fondamentalement, tu sais, c'est du code qui est transpilé, non pas compilé. Fait que, qu'est-ce que tu as
ça goûte pas tant bon. Fait que nous autres, on dit, hey, c'est pas grave, là, on va se écouter, on va mettre ça en dessous du tapis, on va se mettre un beau tapis par-dessus, puis pour vrai, ça va vraiment bien. C'est juste que quand tu as une petite plateforme, out of the box, il sort des librairies que si tu es un développeur JavaScript, par exemple, tu peux utiliser, puis tu ne sens pas dans le sens où, en tant que dev JavaScript, tu ne vois pas la différence entre ça. Tu peux faire de la déconstruction, tu peux tout faire. En tant que développeur Swift, même chose, tu importes ton framework, tu peux l'utiliser. Puis tout à l'heure, on en parlait, tu sais, ça exporte un framework Objective-C, mais il est annoté avec des annotations Swift dedans. Fait que ton code, le code qui est généré, il est quand même full Swifty. C'est vraiment très cool. Là, je vais vous parler un peu de notre première app qu'on a faite avec ça. Puis notre première app, c'est en mode, OK, on l'essaye, puis si après 3 semaines, on ne torche pas, là, on roll back. Parce que là, nécessairement, il y a un client qui paye l'autre bout, puis lui, il attend, il y a une date de release, puis il a hâte de voir ça. Fait que, on est parti, puis ce qu'on voulait faire, c'est un setup de même. Ça, d'après moi, c'est comme le bon setup, c'est-à-dire, tu as du code commun qui va générer des frameworks iOS. Après ça, dans le fond, on va faire un app TV, un iPad, puis un iPhone. Puis après ça, ben, on a aussi un app JavaScript qui va faire ça. Puis ça utilisait toutes les mêmes règles d'affaires. Puis on était vraiment craqués, mais il y en a quand même pas mal à apprendre. On regardait ça, on a dit, ouais, puis tu sais, quand tu y penses, tu peux pas comme prendre le compiler, ben être bon le lendemain matin, puis tout changer les façons de faire. Fait que ce qu'on a décidé, c'est comme prendre un setback, on a dit, OK, on va faire un module, puis là, ça c'est en arrière de moi ici, c'est comme Common, là, on appelle ça Common, puis Common Mobile. Fait que Common, c'est le code qui est utilisé par le code web et le code mobile, puis Common Mobile, là, on a pris ce code-là, on s'est éclaté un petit peu plus. On est allé jusqu'à exprimer nos boutons, puis qu'est-ce qu'il faisait dans le code commun. Quand tu cliques sur un bouton, ça devrait faire ça, ça devrait faire tel code HTTP. On est allé quand même assez loin, tandis que pour le web, on est resté plus conservateur, étant donné qu'on ne savait pas ce que ça allait donner à l'autre bout. Puis ça donne bon parce que on a rapidement frappé ce mur-là. Puis quand elle était implement strict immutability checks, ensuring the important invariant of the object of the accessible from a single thread, moment time, no. OK. Fondamentalement, ça m'a fait pleurer. Puis pourquoi ça m'a fait pleurer? Puis le paragraphe, ce qu'il dit, le grosso modo, c'est quand tu es dans le même thread, ton objet a le droit de changer. Mais dès que ton objet change de thread, et ça va être juste vrai sur iOS, en Kotlin native, donc aussi sur Linux Pro, grosso modo, dès qu'il va changer de thread, ton objet se doit d'être immuable. Donc, si, mettons, je m'appelle Martin Gagnon, j'ai un objet qui est user, first name, last name, puis que dans un autre thread, je décide de changer son last name, ça crache à côté. Fait que là, dans le fond, on est arrivé, on a dit là, parce que là, il faudrait juste travailler avec la même traite, puis c'est pas tant cool, hein, parce qu'on en revient tantôt dans le temps que je dis que quand je trouve, il faut que ça coche, là, juste la même traite, ça coche pas mal. Fait que. C'est là que je t'en passe. Ah oui, c'est ça. Fait que là, on est au bout du cache-là, OK? Ouais. Fait que là, Martin, il pleure. Je vais vous expliquer un peu pourquoi il pleure, dans le fond. Les différentes plateformes ont différents memory models. Donc pour la GM, vous la connaissez un peu, là, ça fonctionne pour faire du multithreading avec des threads. Ça fonctionne avec des synchronized blocks pour éviter qu'il y ait des concurrency problems, dans le fond, quand il y a deux threads qui vont communiquer et qui vont essayer de changer de valeur. Puis ça fait que les objets sont mutables à travers les différents threads. Fait qu'on doit manager nous-mêmes la concurrence avec des mutex puis toutes sortes d'autres structures dans le fond qu'on peut avoir du langage. Kotlin.js, mais là c'est un autre monde. Dans le fond, Kotlin.js, ça fonctionne avec un event loop. Là, en JavaScript, c'est avec l'event loop. Là, ben, c'est un non-shared heap. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile à manager pour Kotlin.js. Puis on arrive pour Kotlin natif. Le partage d'objets, comme Martin l'a dit, c'est mutable sur le main thread, mais quand on passe sur un autre thread, ben, il faut que ça devienne immutable. Puis, dans le fond, on n'a pas accès aux threads dans le fond, qu'on aurait accès sur la JVM. Il faut utiliser d'autres constructions pour faire du multithreading. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de thread pour Kotlin native. Ça nous sort complètement de notre zone de confort. Moi, en tout cas, personnellement, j'étais habitué à travailler beaucoup avec la JVM, avec la JDK, dans le fond, toutes les méthodes qu'on avait accès.
en utilisant Kotlin natif, on a juste accès à certaines méthodes, en fait, puis en fait, c'est surtout on a accès au Kotlin runtime, et malheureusement les threads sont pas inclus là-dedans. Est-ce qu'on va utiliser des async tasks? Mais non, en fait, on n'est pas dans les années 30, là, les async tasks, il y a personne qui utilise ça. On va utiliser Rx Java? Non, parce que c'est en Java, on peut pas vraiment. Rx Kotlin? Ah, non, on se rapproche, mais non, Rx Kotlin, c'est pas en Java. C'est juste un layer par-dessus Rx Java. Mais même si c'était en full Kotlin, en fait, on pourrait probablement pas l'utiliser parce qu'il y a une forte dépendance sur l'HDK et puis ça utilise des threads, malheureusement. Les coroutines, on approche un peu, mais là, on en parle peut-être un petit peu plus tard pour les coroutines. Mais juste pour, en aparté, là, les coroutines, ça n'utilise pas la même implémentation du threading sur la partie native et la partie en Java, la JVM. Et j'ai introduit maintenant les Kotlin Native Workers qui nous permettent de faire du multithreading. Dans le fond, ça, c'est l'élément de construction de base là, sur lequel toutes les librairies que vous pourriez utiliser en Kotlin Native utilisent pour pouvoir faire du multithreading. C'est ça, dans le fond, dans cet exemple-là, tout ce que je veux faire, c'est de passer du data à un worker, puis après ça, ensuite de ça, de printer le résultat. Et puis, évidemment, ça fonctionne. Ça montre result is input, result. Alors, tu sais, passer du data comme ça. Moi, j'aimerais ça passer du data de l'extérieur comme ça. Je vais essayer, dans le fond, j'ai fait exactement la même chose que tantôt, mais la seule différence, c'est ce qui est en jaune. Dans le fond, j'essaie de passer ça à mon worker. Et puis, dans le fond, tantôt, ce bout-là était exactement ici dans cette closure-là. Et ça fonctionnait. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Malheureusement, non. Ça nous fait un illegal state exception, illegal transfer state. Alors, dans le fond, ce qui est arrivé ici, c'est qu'on essaie de transférer un objet dans un autre thread, on va appeler ça un worker qui est différent. Puis là, chaque worker a un object graph qui est spécifique, puis il ne peut pas atteindre, dans le fond, celui qui appartient à un autre. Puis, sauf pour les graphes immutables, il y a des constructions qui nous permettent de faire ça, dont freeze, qui est un élément que je vais introduire à la prochaine slide. Alors, freeze à la rescousse, dans le fond. Qu'est-ce que ça fait, freeze? Bien, freeze, ça transforme un objet et, dans le fond, toutes les dépendances, tout son graphe de dépendance, et ça le rend immutable. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand il est immutable? Bien, simplement que quand on va essayer de le muter, ça va crasher. Donc, il y a aussi un coût en performance, dans le fond, quand on fait un freeze. Parce que, des fois, ça n'apparaît pas, mais il y a un service qui va dépendre d'autres services, qui va dépendre de 10 autres services qui vont avoir une cache de centaines d'objets, etc., etc. Là, le graphe, il devient assez long à freezer. Puis, si on ne fait pas attention, dans le fond, ça peut freezer tout ton app au complet, puis tout ton app devient immutable. Fait que ça peut être très coûteux, des fois. Il y a des petites méthodes qui nous servent, comme par exemple isFrozen, qui permet de nous dire si un objet est frozen. Ensure never frozen, là ça va lancer une exception si jamais on va freezer un objet, ou si cet objet-là se fait freezer par inadvertance parce qu'il a été inclus en dépendance d'un autre objet. Ça sert à quoi de faire crasher une app? Ben, ça sert que quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et qui a freezé de ton objet, ben, en debug c'est très pertinent parce que moi en tout cas, ça m'est arrivé avant-hier, j'avais un problème, je ne savais pas qui freezait mon objet, puis avec ça j'ai réussi à savoir il y a quelque part d'autre, il y a quelque chose qui freezait cet objet-là, puis sans que je m'en rende compte. Fait que là, on itère un petit peu sur l'exemple de tantôt. Je vais essayer de faire la même chose, mais dans le fond, au lieu de le passer simplement, je vais le freezer avant de le passer. Et là, ça marche, c'est magique. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est freezer. Alors, c'est pas compliqué, je vais juste tout freezer dans mon application, puis j'aurais plus besoin de me casser la tête. Pas tout à fait. Je vais ici, dans le fond, j'ai freezé et j'ai muté. Alors, des fois, c'est des bonnes ou des mauvaises raisons qui nous font faire ça, dans le fond, de muter des objets. Là. En général, on essaie de garder le pattern des mutabilités et de ne pas muter des choses dans un thread. Mais ça arrive des fois qu'on n'a comme pas le choix de faire ça. Puis, dans ce cas-là, on aimerait bien que ça fonctionne quand même. Alors, j'ai modifié l'input dans le thread et on a une exception, ça dit Invalid Mutability Exception. Donc, puis là, évidemment, vous n'allez pas avoir ça dans votre code
sur la JVM, sur Android, ça va fonctionner, tout va être parfait, vous avez shippé votre story, on s'en lave les mains, après ça, le gars iOS, il va essayer de faire sa partie, puis il va être pogné avec ça. C'est pas super. Donc, tu sais, il y a certaines constructions dans le fond qui nous permettent de modifier le data, mais j'ai fait exactement la même chose. Je vais revenir dans le fond un autre slide. Vous voyez ici que c'est input.value que j'ai muté. Input, c'était dans le fond l'arrangement qui est passé à la closure qui est là. Mais là, j'ai fait mon petit fin finaux, mais je décide de modifier data qui est à l'extérieur ici du worker. Je me dis que ça va fonctionner, mais non. J'ai une autre exception différente dans le fond. Ça fait worker execute must take an inbound capturing function or lambda. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là, si on veut vraiment muter quelque chose? Je veux dire, il doit y avoir une façon de faire. Et oui, il y a les atomiques qui arrivent à la rescousse. Les atomiques qu'on connaît un petit peu parce que ça existe sur la JVM, des objets atomiques pour le trading. Vous pouvez voir, c'est un petit peu le même principe. Dans le fond, ils n'ont pas les mêmes contrats, la même signature. On peut, dans le fond, avec ces objets-là, on peut faire de la mutation. On va avoir un atomic int, long, native pointer ou atomic reference. Dans le fond, c'est ça qui permet de muter un objet. Par contre, l'objet qui est dans ton atomic, il va devoir être freezé lui-même. On ne peut pas s'en sauver, dans le fond. Tout ce qui n'est pas freezé, c'est la référence à cet objet-là. Donc, j'ai pris l'exemple de tantôt. J'ai fait un atomic reference, dans le fond, autour de mon data. Et j'ai freezé la data qui était à l'intérieur. Puis, j'ai fait ça ici à l'intérieur. Puis, je l'ai muté dans le fond. Fait que je lui ai réassigné une valeur qui a été mutée. Et puis, ça fonctionne dans le fond. J'ai réussi à muter le résultat et de l'avoir à la sortie. Les atomic références. Dans le fond, il y a certes. Est-ce que je devrais utiliser ça sans y penser? Non, il y a certaines petites conditions à respecter avant parce que sinon vous allez avoir des petites surprises parce que ça peut leaker de la mémoire. Fait que là, le rule of thumb, dans le fond, il y aurait comme 3 cas d'utilisation qui seraient intéressants à utiliser. Pour dans le fond, un nullable type. Fait que là, le truc, c'est de le mettre à nul dès qu'on a fini de l'utiliser. Comme ça, il n'y a pas de risque que ça leak de la mémoire. Un autre cas, c'est un objet qui a une durée de vie infinie. Par exemple, un singleton object, qui va tout le temps être en vie, dans le fond, à travers ton application. Puis, le dernier cas, c'est qu'il n'y ait aucune possibilité de faire de cycle lors de la réconciliation de mémoire. Ça, vous pouvez prendre une chance. Dans ce cas-là, il faut que vous soyez confiant de votre code, puis on roule un dé, puis let's go. Mutating objects. On peut muter des objets, dans le fond, puis sans faire freeze dans ce cas-là, parce qu'un objet, dans le fond, est automatiquement freezé quand on change de thread. Et voilà, vous allez voir qu'ici, dans le fond, on ne peut pas le muter parce qu'il a été freezé. Donc, dans le fond, cette construction-là ici avec un objet a les mêmes limitations qu'on a avec un objet qui est freezé, avec le freeze manuel. Donc, vous allez avoir des atomiques si vous voulez pouvoir passer outre. Ou il y a aussi des annotations que vous pouvez utiliser comme thread local. Thread local, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va, un peu comme le thread local de l'HDK, dans le fond, ça va faire une copie par thread. Fait que ce qui va faire que votre objet, ou votre classe, peu importe, votre field, va pouvoir se copier et le constructeur de cet objet-là va être appelé à chaque fois qu'il y a une copie qui est faite. Donc, il faut faire attention un petit peu à ça. Les singleton objects, comme je disais tantôt, c'est frozen par défaut, sauf si tu utilises une annotation comme thread local. Et ensuite, dans le fond, après la mutation, on réussit à la faire 5 crash. Shared immutable, dans le fond, ça c'est comme une espèce d'auto-freeze. Fait que tu mets ça après sur ton objet, puis il va, en fait, pas sur ton objet, sur ta propriété ou ta classe. Puis ça va pouvoir te permettre de passer d'un thread à l'autre, puis il va faire un frozen sans que tu aies besoin de caller frozen manuellement sur cette méthode-là. Bon, là je pense que je vous ai perdu. C'était un petit peu compliqué, hein? Le modèle, c'est assez de travail. Il faut vraiment que tu y penses à chaque fois que tu fais tes affaires. Ça a des hits de performance si on ne fait pas attention au freeze. Les closures eux-mêmes doivent être freezés.
le freeze qui se fait en cascade des fois, le freeze qui peut se faire avec un side effect de quelque chose que ton coworker a codé dans le fond. Là, on est un petit peu perdu. Et heureusement, c'est pas encore tout à fait prêt, là, mais il y a quelqu'un chez JetBrains qui travaille à améliorer ça et de faire un nouveau mode de gestion de mémoire qui serait un peu plus relax. Puis ça va nous aider. Actuellement, c'est très expérimental et préliminaire. Là. Et par expérimental et préliminaire, je veux dire que ça ligue la mémoire en tabarouette. Mais ça donne une perspective sur l'avenir qui pourrait peut-être être un petit peu plus facile pour nous, les développeurs. Ça vient du fait que, dans le fond, le développeur qui travaille là-dessus a une opinion très forte sur le mode district. Fait qu'il est un petit peu reluctant, dans le fond, ça ne tente pas vraiment de faire. On dirait qu'il fait ça de reculons, tu sais. Mais ça va se rapprocher un petit peu plus que, dans le fond, ce que vous connaissez de Arc pour la gestion de mémoire sur une application iOS. Fait que là, Martin, je pense à l'époque pour parler un petit peu de functional programming. Puis qu'est-ce qu'on a fait pour easy up un petit peu cette peine-là qu'on a là? Parce que, tu sais, fondamentalement, on se rappelle tantôt au Schlag, tu sais, fait que là, on découvre toutes les informations que Nick vient de partager, mais tu sais, c'est comme, maintenant, je peux pas coder. Je peux pas coder une application comme ça. Je veux dire, ça va être immaintenable, ça va être juste lettre, ça marche pas. Fait que, bon, on prend un step back, on y va, puis on se dit, ben, on pense que ça se règle avec ça, tu sais. On pourrait y aller avec du Reactive Functional Programming. Puis, grosso modo, si on y va comme ça, on peut comme tout cacher ce qui est là en dessous. Puis là, mettons, j'explique rapidement ce qu'on voit ici. Là. Ben, dans le fond, mon storage, il me donne mon access token. Puis ça, le résultat de ça, je vais le regarder dans le fond sur un processing background queue, ça va être nice. Là. Puis après ça, ben, en fonction de ce qu'il va me donner, dans le fond, je vais aller chercher mon current user sur le network. Ça va me donner mon current user. Ben, puis là, savoir si mon user est assez vieux, ben, c'est mon current user. Puis là, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. On va mettre un filter légal pas de mauvais pattern, c'est juste pour un exemple. Là. Puis après ça, je vais mapper dans le fond s'il est plus grand que 16 ans. Puis après ça, ben, mon label, là, qu'est-ce que je vais donner au UI? Ben, c'est dans le fond, il est assez vieux pour chauffer un char? Puis je vais le transformer en valeur, il peut chauffer ou sinon non. Puis je vais checker sa UI thread, parce qu'on s'entend, tu sais, cette valeur-là, il faut qu'elle sorte sa UI thread. Là, rapidement, ça s'est mis à prendre du sens, à goûter bon. Alors, je suis le qu'on parlait tantôt, c'était nice. Puis, tu sais, After Run qu'on a ici nous permet de faire des switches de thread comme on veut, puis de contrôler où se passe le processing, puis tout le freezing, d'atomic référence, de gardage, de gestion de mémoire, c'est tout fait dans le back-office. Un menu par un gars qui fait ça tout soir pour le fun. C'est beau, ça. Mais ça nous permet d'avancer. Ce livre-là, on l'a sorti open source, s'appelle Tricot.strings. Pourquoi Tricot? Parce que, premièrement, on trouvait ça cool, parce que 3 fois Kotlin, on va sur la web, nanana. Puis en plus, c'est un mot en français, on aime bien le français quand même, vous voyez la présentation, même si je ne parle pas super bien. Puis là-dedans, dans le fond, ça va vous donner les atomiques des weak reference, tout accès à ça, multiplateforme, c'est quand même très nice. Des timers et des labs, parce que l'accès des libres de Kotlin multiplateforme est vraiment tête. J'en parle un peu plus tard. Après ça, ça va donner des threads et des queues d'opération. Fait que là, c'est comme, hey, envoie-moi tout ça, fais-moi ça en série. Là, c'est comme, lui s'en occupe. C'est vraiment nice. Puis, manage different immutability, ça, c'est un terme que moi j'ai inventé, que je suis quand même nice. Mais, grosso modo, c'est qu'il va attendre vraiment la dernière seconde avant de freezer ton objet. C'est pas encore parfait ce concept-là, mais ça marche comme most of the time. Parce qu'on s'entend que tu veux pas tant que ton objet soit immuable, mais en même temps, tu sais qu'il va probablement devenir à un moment donné. Fait que, tu sais. Puis ça, c'est une affaire que j'ai à tout le monde. Quand vous allez essayer Kotlin multiplateforme, si vous développez sur Android, ben ça va marcher. Vous développez sur Android, puis c'est du Kotlin, fait que ça marche. Mais quand, dans le fond, vous arrivez sur iOS, si vous avez mis des var, ça va cracher. OK? Fait que dans le fond, mettez tout en val, faites du fonctionnel, tu sais. Assumez, dans le fond, que dès que vous allez muter une variable, ça ne marchera pas.
Puis tout va bien aller. On a d'autres, là, des librairies, là, tu vois, on a une NTTP. Hein? On a HTTP, on a Data Source, on a Foundation. Foundation, c'est juste l'affaire que tu mets en bas que tout le monde utilise. On a MetaViews, puis on a Stream, bien entendu. Puis on est arrivé avec un binding sur iOS qui est quand même nice. Où ce que ça nous permet, dans le fond, de dire, ben la valeur de mon texte, c'est tel publisher. Fait que là, rendu sur iOS, c'est vraiment facile. Je vais vous montrer un petit sample c'est vraiment nice. Puis sur Android, dans le fond, on est capable de faire du live data. Fait que dans le fond, ce qui est émis par Stream, ça se transforme en live data. Fait que tu peux plugger ça directement dans tes text fields. C'est comme, ça goûte bon, tu sais. Ça slide-là, je l'aime bien. C'est normalement juste avant que je parle. Mais, tu sais, Kotlin Native, c'est pas encore complètement super stable ou super prêt, mais tu sais, je veux dire, on est capable de chuter avec, mais ça fait mal quand même des fois. Tu sais, il y a des fois, je finis ma journée, je suis un peu fâché, mais ça arrive, tu sais. Puis ça, c'est une couple de trucs que je vais vous donner, ou des affaires, genre, il y a des trous par là, faites attention, là, OK? Les compatibilités entre les versions de Kotlin Native. Ça veut dire que si, mettons, tu es avec Kotlin Native 1.3.6.1, ben, toutes les dépendances Gradle que tu as sur d'autres librairies Kotlin Native, il faut que les autres aussi soient en 1.3.6.1. Parce que si tu n'es pas en 1.3.6.1, ça veut dire que tu n'es pas en 1.3.6.1. Ça, c'est clair. Les dépendances Gradle, tu sais, André est vraiment nice. Ben, en fait, c'est Gradle qui est vraiment nice. On a super longtemps qu'après là-dessus. Mais l'idée, dans le fond, c'est que, tu sais, quand Gradle résout ses dependencies, puis il dit, ah, toi, tu me dis que tu veux utiliser la librairie 1.3.02, mais lui, dans le fin fond, il utilise 1.3.04. On s'entend-tu, on va prendre un 3.04. Et tout le monde, ben, quand tu compiles un Kotlin Native, il cache pas ça. Fait que là, il va te dire, ça marche pas, cette librairie-là. Fait que, faut comme que tu manages un peu, que tu comprennes c'est quoi les versions qui vont être résolvées, tout le kit, là. Si vous voulez des trucs, m'écrivez, je suis rendu vraiment plein, j'ai passé comme ma frustration au niveau de ça. Les ressources, ça c'est niaiseux, tu sais, t'es là, tu ouvres le folder ressources, tu prends une ressource, puis là tu la mets là-dedans, puis là tu l'utilises en Android, tu fais comme yeah! Ben, la ressource, elle se ramasse pas dans le framework, puis elle se ramasse pas dans le fichier JS. Fait que ça, dans le fond, faut que tu trouves des trucs pour les amener toi-même autant en native que sous JavaScript. La standard lib est encore vraiment thin. Puis encore, juste hier, j'essayais de convertir une string qui est une série de chiffres hexadécimales en valeur hexadécimale. Ben, le point character digit avec Radix, il n'y a pas ça. C'est comme, ça me semble quand même de base, mais ils ne sont pas encore rendus là. Fait qu'il y a des affaires que vous allez voir, c'est comment il manque ça dans mon tooling, genre des lattes, mettons. Je ne veux pas vendre Tricot, mais Tricot, en tout cas, 8601, on est quand même pas mal. Mais si vous avez avec des time zones, on ne l'a pas fait trop de Il y a d'autres librairies qui Claire, c'est ça. Sauf que, là, j'en reviens encore à ça. Puis là, ça fait partie de vos décisions qu'il faut vous preniez parce que, OK, cette librairie-là est vraiment nice. Allez checker quand il y a eu une nouvelle version de Kotlin, comment ça nous a pris de temps à sortir une version qui match avec Kotlin. Parce que les autres, dans le fond, vous allez devoir rester out of date tant que les autres ne sont pas in date pour le native. C'est niaiseux, mais tu sais, il faut quand même porter attention à ça. Garbage collection. Bon, OK, on le sait, en général, on est chanceux. Là. Il y a un garbage collection, puis pour bien du monde, c'est magique. Il y a du monde qui sont vraiment capables de market sweep, blablabla. Puis, mais c'est vraiment nice. Il y a une affaire un peu équivalente qui marche vraiment bien pour le native, qui font des cycle collection, puis genre des refcom pour toi. Checkez-les quand même, parce que, mettons, je dirais 95% du temps, ça fait la même affaire, puis 5% du temps, si, mettons, Swift s'est ramassé un refcom out of sync par rapport à Kotlin, ça va leaker. Fait que là-dessus, il faut quand même que tu continues de checker les affaires. J'en jase, c'est juste parce que j'ai eu des frustrations d'avance. Les coroutines, c'est l'affaire qu'on attend, c'est depuis qu'on l'a, c'est HBM, mais moi, j'ai jamais vraiment comme eu l'occasion de l'utiliser tant que ça. Non, mais c'est ça, mais sauf que l'affaire, c'est qu'actuellement, à cause du memory model, toute la kit, puis le freezing, puis blablabla qu'on a parlé, là, ben les coroutines, quand ils s'exécutent, eux autres, ils se gardent un genre de variable interne qui est comme le plan de travail de la coroutine, qui a besoin d'être mis à jour au fond.
Puis mis à jour et immutabilité, ça ne va pas ensemble. Fait que là, dans le fond, ils sont en train de travailler pour qu'on ait des coroutines sur native. Actuellement, ça ne marche pas encore super bien. Fait que si vous aimez ça, travaillez juste sans main trait, coroutine. Sinon, dans le fond, ça prend. Ça prend d'autres choses, genre Trigo Streams, mettons, en attendant. Bon, je pense qu'on arrive, je te pense pas. Parfait. On arrive un peu à la fin de la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez jaser de quelque chose, n'importe quoi. C'est clair de même. Nice. Ah, OK. Comment vous avez trouvé la communauté pour répondre aux questions ou l'accueil? Hey, vas-y. Sur le Slack, C'est ça. chaque fois qu'on a une question, quelqu'un d'autre a une question, souvent, on va juste aller voir dans l'historique, ils vont répondre. En fait, ils sont assez dédiés pour ça. Puis aussi, ils vont répondre, ils sont Slack overflow. Ah, c'est impressionnant pour vrai. Puis, tu sais, je veux dire, c'est hot de voir à quel point ça prend de l'amplitude rapidement. Là, tu sais, puis ouais. Ce qui est le fun, c'est pas seulement les gens de la communauté qui vont répondre, c'est des gens qui ont travaillé sur le compilateur, c'est des gens qui ont fait l'intégration avec Kotlin natif, qui ont vraiment mis les mains dedans, qui sont disponibles pour ça. Mais ils ne sont pas un million de personnes, fait que ils vont répondre à tout. Vous débuguez, c'est rendu à. C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que quand tu débugs sur Android, ça marche pas bien. Après ça, quand tu écris des tests, il faut écrire des tests. Fondamentalement, parce que quand tu arrives sur iOS, bon, OK, AppCode va te permettre de mettre des breakpoints. Les variables, c'est quand même tough à inspecter. Mais il va te permettre quand même de mettre des breakpoints. Mais on dirait là, que tu as encore besoin de mettre des println à des places puis tout le kit. Ceci étant dit, il faut que tu sois capable de lire une stack. La stack de Kotlin, la stack trace de Kotlin Native est quand même mindfuckante à lire, là, mais à un moment donné, tu deviens habitué à force d'en voir comment ouais, j'ai compris. Mais c'est un peu ça. Fait que le truc, fais pas de bug. Ben non, j'ai une joke, mais pour vrai, quand t'as un bug juste sur Kotlin Native, c'est vraiment tendance. C'est pas nice. Par contre, quand tu te mets à travailler avec d'autres librairies qui ont été compilées en framework, ça commence à être plus difficile. Dans le sens que tu vas débugger de la santé. Vous avez parlé de nouveaux projets pour embarquer un Kotlin multiplateforme. Si on parle de projets déjà existants, vu un peu l'expérience, pour introduire Kotlin multiplateforme dans l'application iOS, l'application Android qui existe déjà. J'aurais le goût de dire Steven. Non, mais on est en train de l'explorer, puis pour vrai, mettons, ce qui est top dans notre cas, OK, ça c'est juste Mirego, OK? Mettons que tu pars avec quelqu'un qui a un app iOS, un app Android, puis là, il décide de mettre du Kotlin multiplateforme là-dedans, ça va bien aller. Nous, notre réalité, on en a parlé au début de la présentation, nos projets, il y en a plusieurs qui ont Scratch dedans. Fait que nous, dans le fond, en plus, on a une façon de plugger ça avec JOBJC là-dedans, puis que ça marche. Puis là, tu as l'autre affaire aussi qui est quand même importante. Il y a le concept d'immutabilité qui rentre en ligne de compte. Fait que c'est sûr que si, mettons, tu passes un objet Swift, puis tu le modifies, ça va cracher. Fait que là, il y a ce... Mais partir d'un projet existant, je pense que, tu sais, je veux dire, toi, tu as plus d'expérience que moi. Hein?
avez comme des conseils à donner, ou choses à éviter, ou encouragements à donner par rapport à tout ça? On a plus, nous, on utilise beaucoup plus le pattern MVVM, en fait, avec les modèles qu'on a monté tantôt. Puis la plupart des temps, en fait, c'est pas une copie qu'on va faire, c'est plus de freezer les objets. Je sais pas mal. Tu peux peut-être répondre moi à cette question-là, ça fait dans 2 semaines que je suis sur un projet. En fait, ça c'est bon. Dans le fond, au lieu de faire une copie avant de le passer, au lieu de faire la copie lorsque tu le passes de thread, nous autres, on préfère dire, OK, c'est nous autres en tant que dev qui va décider vraiment quand est-ce qu'on va faire une copie de l'objet, puis on part de là. Ceci étant dit, j'ai fait des affaires vraiment complexes et lourdes, puis j'ai pas eu de problème de performance reliés à ça. J'ai eu des problèmes de performance principalement reliés à comment j'ai écrit mon code plus que d'autres choses. Oui. Ça fait des grosses applications. En termes de bytecode, de taille, de Oui, nombre de parce frameworks. que dans iOS, il y a des codes natifs, des Objective-C qui vont être adaptés ensuite. Ça rajoute à peu près, mais puis là, bien entendu, t'as comme un coût, là, mettons, nous autres, notre framework, là, j'ai même pas celui-là, je pourrais aller checker là, moi, là. Mais notre première app qu'on a faite, là, celle que j'ai montrée, Mobile Command Mobile Designer, qui a 2 modules qui est généré, ça rajoutait à peu près 22 MB. 22 MB, mais ça rajoute pas mal moins de coûts de maintenance, par exemple. Ça, c'est... Pour chaque framework, dans le fond, tu vas faire sur iOS, tu vas avoir Oh, t'as vu, ben, ça, c'est une invitation que j'ai pas parlé, que tu viens de dire de quoi? Vraiment intéressant, bien, merci. Hey, oui, t'es limité à utiliser un framework Kotlin multiplateforme dans ton app. Tu peux pas avoir, dans le fond, étant donné qu'il y a le runtime de Kotlin, lui, quand il boot le framework, il nique le runtime de Kotlin, mais si tu bootes un autre framework qui a le runtime de Kotlin dedans, il va dire non! Quelque chose, il y a un message plus clair, là, mais ça ressemble à ça. Yes. Il y a une autre question dans le fond là-bas, oui. Ouais, admettons que quelqu'un qui aime écrire des processeurs d'annotation, comment ça marche avec J'ai pas Si compris tu là. fais un annotation processor, dans le fond, avec ton code Kotlin, j'imagine, tu vas générer du code Kotlin. Exactement. On l'a pas fait. Hey, c'est faux ça. Keyword. Hey, Keyword qui est open source, que j'ai même pas mis là-dessus. Notre engine de translation plugin sur Accent, tout le kit. Ah, c'est un plugin Gradle. Hey, excusez. Mais je pense. Avec Kotlin pour elle, tu peux le faire, ouais. Je pense pas encore. Je vois pas ce qui fait en sorte que ça ne fonctionnerait pas parce que dans le fond, ça génère du source code dans le fond. Ouais. Mais là, je Ben- dis peut-être n'importe quoi, là, puis j'ai pas vérifié mes sources. Ben, en même temps, admettons, tu veux une piste, là, dans le fond, SQLite, c'est ça qu'il fait. Dans le fond, lui, c'est une librairie multiplateforme pour SQLite, excuse-moi. Puis, grosso modo, lui, quand tu écris tes fichiers .sq, lui, il prend tes tables, puis après ça, il crée des classes, il génère des classes dans ton bitpath. Fait que, d'après moi, le truc est là. Quand la sérialisation fait ça aussi. Fait que, I guess que c'est... Alors, on a fait notre possible pour répondre à ta question. Dans un autre sujet, vous avez gagné du temps là, à utiliser Kotlin multiplateforme. Hey, on est arrivé under budget dans notre projet. Ça, c'est rare quand même. Tu sais, je veux dire, on est arrivé et on a fait, bon, ben, il nous reste un peu de budget, on fait quoi? Non, mais tu sais, je veux dire, avec le client, on s'entend, on n'a pas parti sa brosse, mais c'est quand même nice d'arriver et de faire comme, ben, tu sais, tout là, parce qu'au début, on s'entend qu'on avait un genre de mode de panique parce qu'on n'est pas parti comme gaz au fond. Là. Tu sais, avec le gars qui pleure au début, là, le gars il pleurait puis il avançait pas vite. Là. Mais une fois qu'on a eu comme maîtrisé un peu la stack, tout le kit, là, c'est vraiment hot parce que. Puis ça, c'est l'autre affaire que moi j'aime beaucoup dans ces approches-là. C'est que, admettons que j'avais besoin d'intégrer une tuile dans mon application, puis mettons, on va dire que c'est une tuile vidéo, parce que c'est une application de médias, tu sais. Puis là, mais elle avait comme plein de règles d'affaires, là, cette tuile-là. Elle avait un piton play, mais des fois, elle n'en avait pas. Puis elle avait des fois du titre en fonction de si tu pouvais mettre un banner, puis t'avais tout ça. Puis moi, je suis arrivé après que les gens de web aient codé leur partie. Puis moi, j'ai juste comme plugué des affaires ensemble. Je me suis pas posé de questions de ces règles d'affaires, je veux dire. Puis j'ai envoyé ça au QA, puis le QA, il a comme fait « Ah, double thumbs up, mon champ. » Puis là, j'avais l'air bon, là, mais c'était pas ça.
Tu d'autres questions? Oui? Le temps de compilation, c'est-tu intéressant? Sur iOS surtout. J'ai l'impression. C'est pas quelque chose. Ben, pour vrai. Mettons, là. Ah non, mais hey, t'as pas, il reste combien de temps, hein? Vite. Ouais. Ah, regarde, mais, mettons, là, je peux vous faire une micro démo, là. Puis là, je dois avoir genre une affaire de mirror display de quelque chose. Parce que là, clairement, je peux pas comme gérer cet écran-là en regardant mon écran, là. Non, pas AirPlay Display. Show mirror option with the menu when available. J'y arriverai pas. Mirror display. Nice. Cool. Fait que, tu sais, mettons, on la regarde comme ça là, sur iOS. Là, je fais play. Là, ce qui boot là, ça s'appelle tricot.patron. Ça, c'est comme notre boilerplate qu'on a à l'interne quand on veut partir un nouveau projet. On part de ça, on paye sur play pour l'espace à build. Puis là, il est parti. Puis là, ça, c'est une quote de Breaking Bad. Puis là, il y a un piton ici que quand je pèse dessus, ben, ça refresh la quote. Puis là, fondamentalement, si tu regardes ça, ben, tout le code de logique que j'ai eu besoin de faire dans mon app, c'est juste de dire, ben, le meta-label, là, qui est dans le fond, qui gère le texte puis les coupes de couleurs, là, ben, ça vient de mon viewModel.quoteLabel, puis le button.metabutton, ça vient de viewModel.refreshButton, mettons. Là. Puis, mais ça, la raison pourquoi ça a booté vraiment, vraiment vite, c'est que j'avais déjà fait play dans la journée. OK? Pour vrai, quand tu peux suppler puis tu as modifié le code commun à partir d'iOS, mais là, ça, c'est la partie qui est cool quand même. Tu modifies du code commun, tu fais play, il va catcher qui est out of date, il va le rebuilder, tout le kit, mais ça prend un café. Là, puis un double, OK? Un double. Puis, ben ça, dans le fond, ça, c'est le code que j'ai eu besoin d'écrire dans iOS. Puis, mettons, sur Android, ce que je me suis fait une activité même, puis grosso modo, je me suis fait ici, là, peut-être pas assez gros, parfait. Je me dis, hey, ton MetaView, c'est le quote label. Pour rappeler dans iOS, il y a de quoi qui s'appelait quote label. Puis mon refresh button, il est ici. Puis si, mettons, je le run sur Android, là, qui va prendre à peu près le même temps que sur iOS, là, puis builder le code Android, c'est pas si pire. Mais si tu runs Android, puis après ça, tu runs iOS, c'est un petit peu moins long parce que déjà, il va avoir comme pré-compilé toutes les classes. Il va comme avoir fait un pré-build time qui va juste rester à faire la compilation de l'LVM. C'est pas mal moins long. Puis là, il a installé l'app, puis là, regarde, on a la même app, là, ce bord-là. Wouhou! Hop, t'as peu, je vais juste resizer ça ici un petit peu, un petit bug du simulateur que j'aime beaucoup. Bon, nice. Fait que là, dans le fond, j'ai la même app de ce bord-là. Puis, grosso modo, tout ce qu'on a eu besoin de faire, ben, tu sais, on expose un meta-label puis un meta-button. Mon meta-label, mon meta-button. Puis là, dans mon sample view model, tout ce que j'ai dit, dans le fond, c'est, hey, le quote label, là, ben là, j'en ai créé une version que moi, je peux changer, parce que nécessairement, je veux pas que la plateforme le change, mais moi, dans mon code commun, je veux le changer. Puis, je vais dire, hey, le texte, ben là, c'est un refresh publisher, switch map. Grosso modo, ce qui est important dans ce code-là, c'est cette ligne-là. C'est comme, hey, va me chercher une quote. Puis, va me chercher une quote, ça ressemble à quoi? C'est genre, ben, va dans le quote repository, va me chercher une quote. Puis, si, mettons, il y en a une, retourne là. Parce que dans le fond, le quote repository, il retourne une liste de quotes. Là. Puis, c'est un publisher. Fait que là, il va publisher. Donc là, il va publisher, il va rentrer là-dedans. Il y en a-tu une? Oui, je te la retourne. Sinon, non. Puis s'il y a une erreur, il va dire, je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis shared, il va partager tout le monde qui a besoin de s'en occuper. Puis ça donne ça. Fait que je viens de vous présenter un peu c'est quoi Kotlin multiplateforme en 3 minutes. J'espère que c'était clair. Avec Tricot en plus, oui, c'est ça, exact. C'est là, il n'y a pas Avez-vous vu des atomiques références? Ben, ce code-là, il marche en Kotlin native, multiplateforme, sur plein de threads, puis partout, tout le kit. On n'a pas écrit d'atomique référence, de thread local, de shared immutable, etc. Ben, je pense que ça va conclure un peu notre présentation. Hey, je sais que si vous voulez venir me parler, n'hésitez pas. J'étais un peu timide, pour vrai, ça n'a pas l'air de ça quand je suis en avant, mais quand je suis dans la salle, je suis quand même plus timide. Fait que, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez me parler, n'importe quoi, vous voulez jaser, mais whatever, I'm in. Moi aussi.